Le gouvernement ougandais est prêt à offrir des opportunités de formation aux forces armées maliennes dans différents domaines. C'est l'une des conclusions de la visite du ministre de la Défense et des anciens commandants d'Ouganda au Mali. Il y a eu une séance de travail sur le sujet avec son homologue malien, le colonel Sadio Kamara. Visage périlusant de certains points de vente improvisés de bétail après la Tabaski, une situation que déplorent les services d'assainissement des mairies de Bamako qui avaient instruit aux occupants de ces lieux de vente et les assainir avant de partir. Il n'est pas rare de voir souvent certaines personnes saigner du nez. Le phénomène s'appelle l'épistaxie et Focus Santé de ce lundi nous permettra de mieux cerner ce phénomène pour y faire face. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, vient de nous rejoindre dans ce studio. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un message. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires,
a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire
afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu cet après-midi 49 partis politiques et associations de soutien à la transition. Le regroupement est venu réaffirmer son engagement aux côtés des autorités de la transition. Nous reviendrons sur cette rencontre au cours de ce journal. Rencontre d'échange entre le ministre de la Défense et des anciens combattants d'Ouganda et son homologue malien, colonel Sadio Kamara. Cette démarche, une première entre le Mali et l'Ouganda, jette les bases de la coopération militaire entre les deux pays. Le Mali et l'Ouganda, tous confrontés aux problèmes de terrorisme, vont à travers ce partenariat travailler ensemble pour lutter contre les forces du mal. Au cours de sa visite, le ministre ougandais de la Défense et des anciens combattants a réitéré l'engagement de son gouvernement à fournir des opportunités de formation aux forces armées maliennes dans différents domaines. Les détails avec Aridou Matina. Des honneurs militaires dans l'enceinte du département de la Défense et des anciens combattants à l'occasion de la réception du ministre de la Défense et des anciens combattants de la République d'Ouganda. La présence de celui-ci, honorable Vincent Bamboulangagi, au Mali, jette désormais les jalons de la coopération militaire entre le Mali et l'Ouganda. Après un premier entretien de quelques minutes entre les ministres, colonel Sadio Kamara et Vincent Bamboulangagi, place à une séance de travail qui aura duré 2 heures. Les échanges au menu visaient à développer des mécanismes pour favoriser une coopération plus étroite en matière de sécurité et de défense dans l'intérêt des deux pays et du continent africain. L'ordre du jour, au terme de la séance de travail, souligne la nécessité de mutualiser les efforts en vue de faire face aux forces du mal. Nous sommes heureux d'être là à coopérer avec le Mali parce que nous avons des problèmes communs. Le Mali a le terrorisme et l'Ouganda a le terrorisme. Et nous sommes très heureux d'être là pour partager les expériences. Il y a eu beaucoup de partage d'expériences qui vont permettre à ce qu'on va travailler ensemble afin de remédier à ces problèmes. Nous soutenons le Mali et nous encourageons également le peuple malien à soutenir le gouvernement de la transition afin de lutter contre cette force de mal. La nature actuelle de l'environnement sécuritaire mondial oblige désormais les pays à travailler ensemble. Cette visite se passe à un moment complexe avec l'opération spéciale en Ukraine. Il y a un ordre mondial qui s'est défini et dans cet ordre mondial, les Africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et nous sommes heureux de constater que nous partageons à peu près les mêmes visions que nos frères ougandais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous allons renforcer notre coopération militaire dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre de la formation militaire, le partage d'expériences entre nos pays. Et nous pensons que c'est la seule façon pour le continent africain de pouvoir défendre ses intérêts. Un communiqué conjoint a été signé à l'issue de la rencontre par les deux ministres qui ont magnifié la vision commune des présidents, le colonel Assimi Goïta et Yoweri Museveni, à œuvrer ensemble pour la stabilité du continent africain. Nous partons à l'intérieur du pays. À Kidal, le 112e régiment d'infanterie motorisée a reçu dans son camp l'adjoint du général qui commande les forces de la MINUSMA. Le bien fondé de cette rencontre avec Sidi El Mehdi Ag Al-Baka.
En marge de la prise de contact avec les acteurs chargés de la sécurité, l'adjoint du général des forces de la MINUSMA a rendu une visite de courtoisie aux éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée de Kidal. Le deuxième homme fort des forces onusiennes au Mali constate les acquis et fait les points des besoins. Je me rends compte que l'intégration et le mélange, il fonctionne bien et ça c'est une bonne chose. Donc c'est ce dont je voulais me rendre compte d'abord, c'est de voir si l'intégration était bonne. Position à Guelok, Tessalit, je suis allé voir tous les postes et les outposts de la MINUSMA et j'avais pas encore fait la démarche d'aller voir nos camarades du bar. Donc merci au commandant de m'accueillir. Mon idée ce matin, c'est de me rendre compte des moyens que vous avez, des problèmes que vous avez, pour faire remonter ces problèmes au niveau de la MINUSMA, pour tenter de trouver des solutions. Au cœur du camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal, les éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée comptent faire bouger les lignes. Le nouveau commandant du bataillon multiplie les initiatives afin de briser tous les murs, unir les cœurs et les esprits pour faire de notre pays un havre de paix. Prise de service pour le prise de contact avec l'adjoint du général de la MINUSMA, qui est venu aujourd'hui pour nous rendre visite et prendre contact avec nous et prendre en compte nos préoccupations, que ce soit moyens infrastructure et moyens roulants, pour rendre opérationnel le bataillon pour une patrouille conjointe dans la ville de Kidal. Il faut rappeler que les éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée ont effectué plusieurs sorties dans le cadre de patrouilles visant à renforcer l'opérationnalisation du bataillon à Kidal avec l'accompagnement des partenaires engagés pour la paix au Mali. Je vous l'annonçais au début de ce journal. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu cet après-midi 69 partis politiques et associations de soutien à la transition. Le regroupement était venu réaffirmer son engagement aux côtés des autorités de la transition. Mamadou Fane. Le regroupement des partis politiques et associations soutenant la transition réaffirme son accompagnement aux autorités de la transition. Un soutien renouvelé lors de la rencontre avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est le lieu de féliciter le courage, l'abnégation et la résilience du peuple malien qui a compris et accompagné nos autorités de la transition dans leur prise de décision pour préserver le Mali des innombrables dangers que le guettent, tant dans le domaine politique que sécuritaire. Nous soutenons la politique déterminée et efficace du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité sous tous ses aspects afin de permettre à l'État malien d'assumer la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. C'est à nous, Africains, Maliens, de trouver la solution pour mettre fin à cette crise importée qui n'a que trop duré et qui assombrit notre futur et remet en cause notre existence et l'avenir de la nouvelle génération africaine. Le Premier ministre est quant à lui revenu sur les recommandations des Assises nationales de la refondation qu'il qualifie comme un fondement pour un Mali nouveau. Les Assises nationales de la refondation étaient un véritable enjeu politique. Le pouvoir est allé interroger les Maliens jusqu'à la base. C'est inédit dans l'histoire récente de notre pays. Pour remonter les aspirations légitimes des différentes couches de la population et en faire la synthèse au moment des assises nationales. Parce qu'au sortir des assises, il y a une remobilisation des Maliens. Et ce n'est pas par hasard. Le Premier ministre dira aussi que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la transition malienne après la levée de certaines sanctions de la CEDEAO. Cette nouvelle page doit avoir comme caractéristique d'abord la consolidation de l'union nationale, de l'unité nationale, ce que le président a appelé l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel. Donc nous devons travailler aujourd'hui à unir les Maliens parce que les débats qui nous opposaient avant sont dépassés maintenant. Aujourd'hui, on a tourné la page. On est dans une nouvelle phase de la transition. La première condition, c'est la remobilisation des Maliens autour de l'essentiel. C'est l'appel que le président a lancé dans son dernier discours. Donc notre rôle en tant que gouvernement, votre rôle en tant que soutien à la transition, c'est de travailler à la réalisation de l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, autour de notre armée, qui est le principal outil d'exercice de l'affirmation
de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays. Le Premier ministre a enfin salué la résilience du peuple malien qui a su faire face aux sanctions de la CEDEAO et a saisi cette occasion pour présenter ses vœux de bonne fête au regroupement. La communauté musulmane a fêté le samedi dernier l'Aïd el-Kébir, une fête synonyme de grosses dépenses pour les pères de famille. Après la fête, comment se présente la situation financière de ces pères de famille qui doivent continuer à faire face au quotidien? La réponse avec Boubacar Bablentouré. La fête de Tabaski est un moment de joie et de communion pour les fidèles musulmans. Ce moment est surtout marqué par le festin dans les familles et les enfants bien habillés pour la circonstance. On a bien fêté avec la famille. On est resté samedi, dimanche à fêter. Les enfants, les petits-enfants, et tous étaient contents. L'ambiance était bien. On a fêté ensemble. Tout le monde était là. On était contents. On a très bien fêté. Ça a été passé très bien. Moi et ma famille, on a passé la fête avec bonheur. Cette fête musulmane nécessite des dépenses pour les parents qui doivent faire face à certaines obligations comme l'achat d'habillement pour les membres de la famille et de moutons pour le sacrifice, entre autres. Au lendemain de cette fête, comment se présente la situation financière de ces pères de famille qui doivent continuer à assurer les dépenses quotidiennes? Pendant la fête, tout le monde t'envoie de l'argent. Sinon, avec le salaire, ce n'est pas du tout possible. Pour le moment, Dieu merci, je n'ai pas de problème pour ça. C'est très difficile. Là où nous sommes, c'est très difficile. Si pour les enfants, la fête continue de plus belle, en revanche, pour bon nombre de parents, l'après-fête, c'est un moment délicat. Visage à paix reluisant de certains points de vente improvisés de bétail après la Tabaski. Ces endroits sont envahis à présent d'ordures constituées des restants d'aliments bétail, d'excréments, des feuilles sèches et autres. Une situation que déplorent les services d'assainissement des mairies de Bamako qui avaient instruit aux occupants de ces lieux de vente de les assainir avant de partir. Fademba Keita. Assainir son environnement est la bête noire de beaucoup de Maliens. Après la Tabaski, on constate des restants de feuilles et pailles qui ont servi à nourrir les animaux en vente, des cornes et pattes d'animaux et autres déchets entassés sur beaucoup de points de vente improvisés. Le même phénomène est perceptible le long de certains caniveaux. Les peaux des moutons étalés, les sacs pleins d'excréments aux abords. Ils attendent d'être emportés par les pluies diluviennes, toutes choses pouvant occasionner l'obstruction des canalisations et impacter le bon fonctionnement des stations d'épilation, ce qui peut aussi provoquer le débordement des eaux usées. La fête n'est pas totalement terminée, les vendeurs permanents promettent les évacuer aussitôt. La fête n'est pas finie. Pourtant, j'ai bien dit aux revendeurs venant d'ailleurs d'assainir les lieux avant d'aller, mais ils ne l'ont pas fait. J'évacuerai les ordures dans la semaine. J'engagerai des gens pour le faire. Près d'un restaurant et des vendeurs de café, un conteneur rempli de déchets et autres dégage une odeur nauséabonde. Les occupants de l'espace du cinquantenaire, après réjouissance, détalent, laissant le lieu envahi de plastique et d'objets de tout genre. Un revendeur d'objets divers et recyclables en profite et remplit ses sacs. Le lieu n'est pas du tout propre. Cela m'a arrangé car je peux remplir des sacs de bidons et de plastique. Et pourtant, certains vendeurs sont conscients qu'un parc sale nuit à la santé des animaux. Moi, je garde toujours mon parc propre. Les ordures, la boue rendent les moutons malades. Mes bêtes sont toujours bien portantes. Les services d'assainissement des mairies disent avoir pris toutes les dispositions. Les équipes s'en chargeront dans les prochains jours car c'est une des recommandations phares du gouverneur du sud de Bamako. Tous les endroits étaient devenus garbal un peu partout. Maintenant, nous avons envoyé les services techniques de l'assainissement pour leur dire que après la fête, ils sont tenus de rendre la chose comme ils ont trouvé, d'enlever tous les déchets, les ordures. Mais nous avons quand même pris des dispositions au niveau de la mairie, qu'après la fête, effectivement, on va envoyer nos engins pour aller ramasser tout ce qui peut être ramassé. L'incivisme, le manque de moyens et le non-respect des textes sont les premiers facteurs de cet état de fait, avoue la direction des services urbains de voirie d'assainissement de Bamako.
le problème d'assainissement est un problème de comportement de tout un chacun. Une fois les animaux carrément vendus, n'ont pas fait l'objet de nettoyage par ces vendeurs qui ont laissé des ordures après eux, et ordures desquelles nous devons nous occuper, et tout l'ensemble des services de la ville qui sont chargés de ce traitement-là. Je dirais qu'aujourd'hui, nous connaissons un problème de financement de l'assainissement, puisque la ville n'a pas les moyens financiers appropriés pour faire face à ce traitement-là. À cela aussi, il faut vraiment parler du problème du non-respect des textes. En tout cas, nul n'a besoin de l'État pour avoir un cadre de travail ou espace de vie sain. L'image d'une ville est l'affaire de tous. Un cadre de vie impressionnant honore les habitants. Bamako, ville propre, est le rêve de tous. Mais le réaliser sera difficile si chacun attend tout de l'État ou des collectivités. Autre détail de l'après-Tabaski, nombreux sont les Ségoviens venus de divers horizons pour prendre le chemin de retour. Les ressortissants de Ségou se disent satisfaits de retrouver l'ambiance familiale. Cependant, certains ont quelques soucis pour retrouver leur résidence à travers les transports en commun. Pour en savoir davantage, Fousséni Samaké et Bassi Traoré ont fait un tour dans la cité de Balanzan au niveau des compagnies de transport. Nous sommes le deuxième jour après la fête de Tabaski. Les voyageurs prennent d'assaut les gares routières pour regagner leurs résidences respectives. À l'escale Erniono comme à l'escale Diara Transport de Ségou, les passagers font la queue pour obtenir les tickets de voyage. Ils sont tous joyeux après avoir retrouvé la chaleur familiale durant cette fête. On est venu fêter vraiment avec les parents, c'est l'esprit familial vraiment. C'est beau à voir quoi. La Tabaski à Ségou est une grande retrouvaille une fois par an. Je suis très satisfait de l'ambiance. Selon ceux qui voyagent par les transports en commun, il y a moins de tracasseries au retour qu'à l'aller. Et les transporteurs rassurent. L'affluence, elle est de taille. Hier, quand même, on a eu quelques départs. Tous les passagers qu'on a fait venir à Ségou, nous allons nous battre pour les faire retourner chez eux. Ils sont venus sains et saufs, ils vont retourner sains et saufs. En venant, on a eu des difficultés, mais au retour, pas tellement. Certains sont venus par les moyens personnels pour éviter les grandes attentes au niveau de l'autogare. Avoir un car la veille de la fête est difficile. C'est pourquoi je voyage tranquillement à moto. J'ai vu tous mes parents et je me suis bien ressourcé. Venir fêter à Ségou est un rêve pour moi. Et je suis venu par ma voiture, car le transport en commun est fatigant. C'est Ségoviens qui préfèrent toujours partager la joie avec la famille lors des fêtes des moutons, se disent bien ressourcés avant de retourner dans les localités respectives. Voyons à présent dans quel état d'esprit les femmes basées à Gao ont fêté l'Aïd el-Kébir. Selon la DIRPA, malgré la distance qui sépare certains de leur famille, le moral était au beau fixe. Et dans l'ensemble, la fête, bien sûr, s'est bien déroulée dans les différents camps. Aliou Idrissa Maïga. Ce passage de la DIRPA dans les différents camps militaires de la ville de Gao avait pour objectif d'aller s'enquérir de l'état d'esprit des militaires en opération dans la région de Gao. Malgré la distance qui les sépare de leurs familles respectives, le moral de ces hommes et femmes engagés pour la défense de la patrie est au beau fixe. On est payé pour ça, logé pour ça, nourri pour ça, donc prise en charge pour ça. Donc maintenant, il n'y a pas de contrainte dans ça là. Étant loin de la famille, bon, ça ce n'est pas un problème. Bon, mais ce qui est sûr, en tout cas, quand vous êtes loin de la famille, il faudra tout faire pour assurer la famille, envoyer une somme à la famille qu'ils payent aussi leurs moutons. Loin de la famille, la grande famille qui se trouve à Bamako, on a l'air nostalgie, mais en fait c'est la mission qui prime. À cet effet, en fait, nous sommes là juste pour redorer le blason du Mali, en réalité, étant à 1000 km de Bamako. En fait, saluer tous nos collègues compagnons d'armes qui sont présentement dans l'opération. En fait, en plus de ça, saluer nos autorités militaires et autorités politiques qui se trouvent dans la région de Gao. Du camp 1, en passant par le camp 2 et celui de la garde nationale de Gao, la fête de Tabaski s'est bien déroulée. Je suis épouse de militaire.
Mon mari est en mission. Malgré son absence, j'ai bien fêté parce qu'il a tout mis à notre disposition. Rien ne nous manque. Auparavant, le bureau de l'action sociale de Gao a partagé de la viande aux veuves des militaires décédés sur le théâtre des opérations. Les guides de tourisme nationaux et locaux résidant à Bamako sont en conclave depuis ce matin. C'est à la faveur d'une rencontre de 4 jours sur l'histoire des sites et monuments du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mohamed Kantao. Le tourisme et l'hôtellerie contribuent à la conservation et la préservation du patrimoine culturel du Mali. Il favorise également l'échange culturel à travers les flux massifs de touristes nationaux et étrangers pour la découverte de nombreux sites et patrimoines culturels du pays. Mais depuis des années, le secteur est fortement affecté par la double crise sécuritaire et sanitaire. Pour le plein épanouissement du secteur et éviter que les touristes tombent dans la reconversion, le ministère en charge de l'industrie hôtelière et du tourisme réunit une vingtaine de guides touristiques nationaux et locaux pour renforcer leurs capacités sur l'histoire des sites et monuments du district de Bamako. Cette session qui intervient dans un contexte mondial et sahélien marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire liée à la maladie coronavirus traduit la volonté des plus hautes autorités de la transition à faire du secteur du tourisme un des piliers de la refondation du Mali nouveau. Cette session de formation aujourd'hui n'est que la continuité de la clairvoyance de l'administration nationale du tourisme qu'est de nous amener à mieux réussir dans nos activités. Ceci est valable non seulement pour les agences de voyage, mais aussi, surtout, pour vous, les guides. Les techniques d'accueil et de guidage sur les sites et monuments, les différents parcours touristiques urbains de Bamako et la typologie de la clientèle touristique nationale sont les principales thématiques débattues dans cet atelier. La ville de Bamako, avec environ 4 millions d'habitants, regorge de nombreux sites et attraits touristiques de grande valeur historique et culturelle. Cependant, cette offre touristique, aussi riche et variée, reste malheureusement peu connue du public malien en général et de la population de Bamako en particulier, qui, dans son quotidien, côtoie les grands monuments sans pour autant s'interroger sur l'histoire de ces monuments iconiques chargés de symboles. Cet atelier doit également permettre aux apprenants de s'adapter à la situation sécuritaire actuelle du pays. Cérémonie de remise du prix du concours du meilleur reportage sur la migration. Cette activité organisée pour la première fois au Mali par l'Organisation internationale pour les migrants OIM a été soutenue financièrement par l'Union européenne. Koumba Sissé. Au départ, 40 dossiers ont été reçus pour le concours du meilleur reportage sur la migration. Finalement, 18 dossiers ont été présélectionnés. Les journalistes de la presse en ligne, la presse écrite, la radio et la télé étaient concernés par ce concours. Les 3 premiers de chaque catégorie, soit 12 lauréats, dont 3 femmes, ont été primés. Sogana Kamisoko, journaliste à l'ORTM, est la première nationale avec une moyenne de 16,43 sur 20. Le concours a été pour nous une occasion de contribuer à l'information et à la sensibilisation des futurs candidats à la migration. En organisant ce concours, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne veulent encourager la presse malienne à persévérer dans la sensibilisation des populations. Pour participer à ce concours, les journalistes étaient appelés à soumettre des reportages publiés ou diffusés portant sur des thématiques liées à la migration, le bien-être des migrants, l'implication gouvernementale ou la gouvernance, les initiatives de réintégration verte, le retour volontaire et la réintégration. Voici les 3 aspects de ce concours que nous apprécions tout particulièrement. La promotion de reportages de qualité sur la réintégration et la protection des migrants. Le journalisme de solution, qui identifie les principaux problèmes de société et tertiaux, la manière équilibrée et éthique de partager des informations précises.
Le représentant du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur a remercié les organisateurs pour cette initiative. Cette activité, je pense que ne va pas se limiter à la première édition et ça permettra à d'autres auditeurs de la presse de s'imprégner de ceux qui sortiront aujourd'hui heureux de cette compétition. Ce concours de reportage sur la migration, premier du genre au Mali, vise à promouvoir la protection et la réinsertion des migrants. Troisième comité de pilotage du projet d'accès à l'énergie durable pour toutes et tous. La rencontre qui réunit plusieurs participants a pour objectif de faire l'état des lieux de l'avancement des activités. La cérémonie était placée sous la présidence de la directrice nationale de l'énergie, Fanta Mamanyantao. Ce troisième comité de pilotage du projet Accès aux énergies renouvelables pour toutes et tous marque la fin de ce projet. Ces 10 projets démarrés en 2018 couvraient les régions de Sikasso, Ségou et Kaï. Les membres du comité se retrouvent pour faire le point d'exécution du projet et éventuellement des propositions d'acquisition des nouveaux financements. L'EGRS est présent au Mali depuis 2007 en tant qu'acteur de terrain. La transition énergétique est un levier majeur de son action. Pour cela, l'EGRS encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité. Il accompagne les politiques territoriales climat-énergie et il mobilise tous les acteurs autour de la solidarité climatique. Entièrement financé par l'Agence suédoise de développement international. Accès à l'énergie durable pour toutes et tous a contribué substantiellement au développement économique et social des zones d'intervention. Nous sommes d'autant ravis que la contribution de la Suède ait ouvert de nouvelles portes à d'autres bailleurs, tels que l'AFD, l'Agence française de développement, et l'Union européenne, qui ont montré leur soutien à l'initiative des GRS pour développer les aides à eux dans le pays. Le représentant de la directrice nationale de l'énergie a remercié tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre efficiente du projet, particulièrement la coopération suédoise. L'objectif général de ce projet est d'améliorer l'accès aux énergies renouvelables dans les régions de Sikasso, Ségou et Kaï par la production d'énergie renouvelable à usage productif, contribuant au développement économique et social et à la stabilité des territoires ruraux au Mali. Les travaux de ce troisième comité marquent la fin de la première phase du projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous. L'appel de Genève et son partenaire, le Grand-Duché de Luxembourg, ont initié une étude sur la problématique de l'accès humanitaire au Mali. La dite étude a été réalisée dans les régions de Mopti et Gao. La rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Contribuer à la consolidation de la paix et à la protection des civils au Mali ». Inaba. Ce rapport de 100 pages présenté aux participants est une initiative de l'Appel Genève en partenariat avec le Grand-Duché de Luxembourg soumis pour une analyse. Le dit rapport répond à la problématique de l'accès humanitaire dans notre pays. C'est pourquoi il regroupe les représentants des communautés, les organisations humanitaires, les acteurs armés non étatiques pour la collecte d'informations. L'Appel de Genève mobilise son expertise en vue de contribuer à soulager les souffrances des populations tant affectées par les crises que vivent les régions du Sahel. Cependant, nous restons confrontés à de nombreux défis du point de vue de la structure des ANE que du point de vue de la pérennité des financements pour des actions qui requièrent un engagement sur le long terme. Cette étude a bénéficié de l'appui du Grand-Duché de Luxembourg à travers son ministère des Affaires humanitaires, car cette organisation estime que le Sahel est une priorité de sa coopération. Depuis 2021, notre partenariat se poursuit avec un soutien au projet promouvoir la protection des civils par l'engagement des acteurs armés non étatiques et des communautés en faveur du respect des normes humanitaires au Mali, plus précisément dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka. À la date du 31 mai 2022, les partenaires de CMP ont comptabilisé un nombre total de 377 519 déplacés internes au Mali, dont 170 301 hommes et 207 218 femmes. En effet,
La lutte contre les effets particulièrement négatifs de la situation de crise sur la protection et l'accès à l'assistance des personnes sont au cœur de la stratégie globale de stabilité au Mali prônée par les autorités de la transition. La présente étude vient en complément à la première réalisée en 2020 et se propose de questionner l'historique des problématiques d'accès humanitaire au Mali. C'est parti pour la phase opérationnelle de réparation collective en faveur des victimes d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi suite à la destruction des bâtiments protégés de Tombouctou. Une phase organisée par la direction des fonds au profit des victimes en collaboration avec la Cour pénale internationale. Yéya Tandina. C'est en présence des victimes de la destruction des bâtiments protégés de Tombouctou en 2012 que la direction du Fonds au profit des victimes, en collaboration avec la Cour pénale internationale, a procédé au lancement officiel des réparations collectives. Plus de 850 victimes ont déjà bénéficié de la réparation individuelle. Les représentants des familles gardiennes des mausolées, la Corporation des maçons et les notabilités ont pris part à cette phase opérationnelle de réparation collective déjà enclenchée à travers des concertations et par la mise en place des comités de commémoration. Je voudrais saisir ce moment pour reconnaître et saluer le travail considérable du Fonds au profit des victimes, la réalité de la justice réparatrice rendue par la CPI, pour non seulement traduire que l'impunité ne pouvait prospérer pour ce que Tombouctou a subi, mais aussi contribuer à apaiser les cœurs et les esprits. Les réparations symboliques ont été réalisées avec la cérémonie de remise de l'euro symbolique à Bamako l'an passé sur la route présidence du chef de l'État. Les réparations individuelles qui sont perçues presque finies. 1,77 milliard, c'est le fonds mobilisé en faveur des victimes. La générosité du Canada et de la Norvège a permis de répondre aux besoins des communautés victimes d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, reconnu coupable par la CPI de crimes de guerre en 2012 pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments religieux. L'ambassade de Norvège remercie les grands efforts de tous les partenaires ainsi que la participation engagée des communautés de Tombouctou. La communauté internationale, à travers la Cour pénale internationale et la direction du Fonds au profit des victimes, lance un signal fort au peuple malien qu'il n'est pas seul et réaffirme par la même lancée son attachement à protéger et préserver le patrimoine culturel qui constitue un bien commun pour cette planète. La projection du film Al-Walidji, autrement dit le mausolée, a été projetée afin de montrer la place et le rôle de ces patrimoines religieux et historiques à Tombouctou et au Mali en général. La ville de Koulikoro a désormais son complexe de production et d'industrie animale. L'infrastructure a été inaugurée le vendredi dernier. Cette initiative de la mairie de la commune urbaine de Koulikoro, en partenariat avec le gouvernement, a coûté à l'agence belge de développement Enabel et au budget spécial d'investissement plus de 400 millions de francs CFA. Djemba Moussa Konaté. Bâti sur 4 hectares, le complexe de production et d'industrie animale qui vient d'être inauguré dans la zone industrielle de Katibougou est composé entre autres d'aires d'abattage pour bovins et petits ruminants, d'aires de séchage des cuirs et peaux avec toutes les commodités, des marchés à bétail munis de parcs, d'un système d'éclairage solaire et d'adduction d'eau. C'est un financement de l'agence belge de développement Enabel. Le complexe a coûté plus de 400 millions de francs CFA. La nécessité pour cette commune, il regarde des besoins croissants de la population en matière de services de base en général et en particulier de l'élevage. Et l'assainissement dans la ville de Koulikoro et environ interpelle tous les acteurs car nous constituons un tout pour réussir le développement global et harmonieux de la ville de Koulikoro et environ. Il s'agit là d'un geste à haute signification symbolique que posent les autorités de la région de Koulikoro pour démontrer tout leur attachement pour la durabilité des investissements et également dans le respect des compétences de la commune de Koulikoro. La réalisation de ce complexe devra en outre permettre d'assurer la sécurité sanitaire des aliments au profit des consommateurs. Avec la construction de ce complexe, qui répond à tous les critères, vraiment c'est une opportunité qui a été donnée à la ville de Koulikoro pour son développement dans le cadre de l'élevage.
Au cours de cette cérémonie, le représentant résident d'Enabel au Mali, Maman Laminou Tata, a été fait citoyen d'honneur de la ville de Koulikoro. La visite des locaux du complexe de production et d'industrie animale a été un des temps forts de cette cérémonie. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 2 nouveaux cas positifs sur 325 tests réalisés. Un patient guéri et 0 décès. À ce jour, 22 patients sont sous traitement. Il n'est pas rare de voir souvent certaines personnes saigner du nez. Le phénomène s'appelle l'épistaxie. Le phénomène est dû généralement à une longue exposition au soleil, un air trop sec, une allergie ou un rhume. Les épistaxies peuvent être modérées ou abondantes et les conséquences peuvent aller d'un trouble mineure à une hémorragie pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Quelle conduite à tenir face à une épitaxie? La réponse dans Focus Santé signé Barakissa Ouattara. C'est une infection extrêmement fréquente. Le saignement du nez ou l'épistaxis, une hémorragie survenant au niveau de la muqueuse, les fosses nasales. La muqueuse qui protège les vaisseaux, cette muqueuse est très fine. Et quelle est la conséquence quand la muqueuse est fine? C'est que cette muqueuse est sujette aux aléas climatiques. Dès que l'air est chaud et sec, alors cette muqueuse se fissure et le nez se met à saigner. Secondairement, les vaisseaux du nez sont directement plaqués contre l'os. Et quelle est la conséquence? C'est que tout traumatisme du nez peut fissurer là aussi les vaisseaux, donc on peut saigner. L'épistaxis peut survenir également lors d'un accident de la circulation, lorsqu'il y a coups et blessures volontaires lors des bagarres, en faisant du sport ou même en se grattant tout simplement le nez. Ces épistaxis sont plus souvent bénignes, mais dans des cas particuliers, elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Nous avons les causes tumorales. Certaines tumeurs, que ce soit les tumeurs malignes ou les tumeurs bénignes, peuvent se solder par une épistaxis. Après cela, nous avons les causes infectieuses. Les infections généralement qui s'accompagnent par une forte fièvre. La fièvre, donc l'élévation de la température corporelle, s'accompagne d'une vasodilatation. Les vaisseaux étant fragiles, donc ça peut péter, donc ça peut saigner. Nous avons ce que nous appelons les causes générales, qui sont dues aux maladies générales de l'organisme. Ça peut être quoi? Ça peut être l'hypertension artérielle, tantôt je vous l'ai dit, qui peut être une cause d'épistaxis. Nous avons aussi certaines pathologies comme les morsures de serpent. Et la conduite à tenir face à une épistaxis est simple. Alors, toutes les fois qu'une personne saigne, la première des choses, il s'agit de calmer la personne, parce que plus on est anxieux, plus la tension monte. Et plus la tension monte, plus on saigne. Donc, il faut calmer le patient. Si on a un endroit froid, c'est mieux, il faut le mettre au froid. Faire asseoir le patient, si cela est possible, le faire asseoir. La tête toujours penchée en avant, jamais en arrière, pour que le sang ne tombe pas dans la gorge, jamais. Parce que le sang n'est pas digeste. Quand on l'avale, on vomit. Alors cela aggrave encore le saignement. Donc la tête penchée en avant, avoir un petit haricot, en tout cas quelque chose pour que le sang ne dégouline pas partout. Et pincer d'abord le nez, c'est le premier geste à faire. On appelle cela la compression bidigitale. Mais en cas de saignement grave, il est conseillé d'amener en urgence le patient. Quand tout cela n'arrive pas à résoudre le problème, nous avons ce que nous appelons les moyens chirurgicaux. Alors, les moyens chirurgicaux consistent en quoi? Il s'agit d'arrêter le vaisseau qui saigne, d'aller boucher. C'est comme quand tu as une fuite au niveau de ton robinet. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la source, au compteur, pour essayer de bloquer. Arrêter ta fuite. C'est pareil. Donc, quand la personne saigne, nous avons des artères que nous allons ligaturer. Nous avons les tamponnements qui consistent à mettre des mèches dans le nez. Avant cela, qu'est-ce que nous faisons? Si la personne a saigné antérieurement, nous faisons moucher les fosses nasales l'une après l'autre pour vider le caillot de sang. Parce que toutes les fois qu'il y a un caillot de sang dans les fosses nasales, cela va entretenir le saignement. Si les causes de l'épistaxis sont multiples, sa prise en charge est aussi multidisciplinaire. L'épistaxis peut donc être une cause sous-jacente d'une maladie qui existe déjà. Une maladie à ne donc pas négliger car elle gagne facilement du terrain. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.